Et nous reprenons pour la communication de la mission d'information Flash ayant pour objet de dresser un bilan de la zone d'attente temporaire installée sur la presqu'île de Gien en novembre 2022. Mission Flash que nous avions créée le 6 décembre 2022 à la suite de la création d'une zone d'attente temporaire pour accueillir les réfugiés de l'Océan Viking. Il a été prévu que cette mission ne durerait que quelques semaines, mais les rapporteurs ont eu des difficultés dont ils vont vous faire part pour visiter le site de la zone d'attente lui-même, situé sur l'emprise du village vacances du CCAS d'EDF, et ont dû se rendre par là même 2 fois dans le Var. Madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Qui commence ? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Madame Poncet, je tenais en préambule à remercier tous les services de l'Assemblée qui ont œuvré pour que l'on puisse faire ce rapport dans les meilleurs délais et le plus justement possible. Mes chers collègues, nous nous réjouissons de vous présenter aujourd'hui le fruit de nos travaux sur la zone d'attente temporaire installée sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Celle-ci a accueilli en novembre 2022 les migrants issus du navire Océan Viking de l'Association civile européenne de sauvetage en mer SOS Méditerranée, que je considère à titre personnel être une association pro-immigration. Je souhaite appeler pour ma part, en réponse à ce dernier point, que les membres de SOS Méditerranée de la Confédération Générale du Travail, donc la CGT, ont été menacés et insultés par des militants de l'extrême droite, ce qui pose aussi question lors de cette mission. Et je considère, quant à moi, que les troubles qui ont eu lieu à Marseille lors de l'arrivée de l'Océan Viking ont été causés par des extrémistes de tous bords en raison d'une défaillance de l'État concernant le maintien de l'ordre public. Le 22 octobre, 4 jours après son départ et à l'issue de 6 sauvetages réalisés pour moitié en zone de responsabilité libyenne et pour l'autre moitié maltaise, l'Océan Viking compte 234 migrants à bord. Alors que les multiples demandes de prise en charge adressées au centre de coordination et de sauvetage maritime compétent, notamment italien, restent sans réponse, la situation à bord est décrite par l'équipage comme préoccupante et présentant des risques graves pour la santé et la vie des personnes. Le 10 novembre, les autorités françaises font le choix de désigner au navire, désormais en mer depuis plusieurs semaines et positionné dans la zone de responsabilité de notre pays, un port sûr permettant le débarquement des personnes présentes à bord, celui de Toulon. Une zone d'attente temporaire est alors créée par arrêté préfectoral en date du 10 novembre sur la base navale de Toulon, lieu du débarquement, et sur le site du village vacances de la Caisse centrale d'activité sociale, CCS, d'électricité de France EDF, située sur la presqu'île de Gien à Hyères. C'est dans cette zone d'attente que seront hébergés dès le soir du débarquement, le 11 novembre donc, les 190 adultes et mineurs accompagnés qui étaient à bord du navire. Les 44 a priori mineurs non accompagnés, parmi lesquels 2 feront ensuite l'objet d'un refus de minorité, ont quant à eux été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Notre commission a été créée le 6 décembre dernier, a créé une mission d'information flash ayant pour objet de faire la lumière sur le fonctionnement de la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien. Depuis sa création le 11 novembre jusqu'à sa fermeture le 24 du même mois, cette mission vise également à dresser un bilan et à identifier les marges d'amélioration du cadre normatif relatif aux zones d'attente afin de l'adapter à la possible survenue d'un nouvel événement comparable. Nous avons tenu à mener notre mission avec précision, rigueur et pragmatisme, non pour identifier des coupables, mais pour avancer collectivement. Avant toute autre considération, nous tenons, M. Mendes et moi-même, à souligner l'engagement exceptionnel de l'ensemble des parties prenantes dans la gestion de cet événement, les services de la préfecture du Var, les fonctionnaires de la police aux frontières et des douanes, les personnels médico-sociaux, le conseil départemental du Var, les membres de l'autorité judiciaire, mais également les associations, notamment la protection civile et la Croix-Rouge française. Celles-ci ont été confrontées à des défis pluriels, un nombre important de personnes à accueillir en même temps, la nouveauté de l'événement pour ce territoire, l'isolement géographique de la zone d'attente, le peu de temps de préparation, la difficulté de mobiliser les moyens humains suffisants à la veille d'un week-end de 3 jours, sans compter la forte pression médiatique. Elles ont toutefois su faire preuve d'un dévouement et d'une adaptabilité qui nous obligent,
au nom de notre commission, nous les en remercions. Nous regrettons toutefois que la direction du village vacances de la CCAS d'EDF sur la presqu'île de Gien nous ait empêchés, sur demande des représentants nationaux de la CGT, et à 2 reprises, malgré les engagements pris, de pénétrer dans les locaux. Ces refus qui ont été justifiés très clairement, écrits noir sur blanc, justifiés par mon appartenance politique, sont évidemment inacceptables et ont porté une véritable et préoccupante atteinte à l'exercice de nos prérogatives constitutionnelles de contrôle. Après 11 auditions conduites et 2 déplacements à Toulon et sur la presqu'île de Gien, nous avons constaté que les droits des personnes placées dans la zone d'attente temporaire avaient été globalement garantis. Nous avons toutefois identifié plusieurs dysfonctionnements qui appellent des évolutions de notre droit. Depuis 1992 et la loi dite Kiles, l'administration dispose d'un privilège exorbitant pour garantir l'efficacité de la législation régissant l'entrée sur le territoire national. Elle peut priver la personne non admise sur le territoire de liberté sans décision préalable du juge judiciaire. Ce dispositif, qui prend la forme d'une zone d'attente, présente des enjeux forts d'ordre public et d'atteinte à la liberté individuelle des personnes. Il permet de placer l'étranger pour la durée nécessaire à l'autorité administrative afin de décider alternativement de son admission sur le territoire ou de son renvoi. Très rapidement, cet outil a été massivement utilisé. Il a concerné jusqu'à 23 000 personnes en 2001 et depuis 2010, environ 9 000 personnes. Aujourd'hui, il existe 30 zones d'attente permanentes situées en métropole et 11 dans les collectivités ultramarines. La loi du 26 novembre 2003 a ouvert la possibilité de créer une zone d'attente en dehors d'un port, dans un lieu situé à proximité du lieu de débarquement, proche du littoral et adapté à l'hébergement des étrangers. Ce dispositif visait à s'adapter aux stratégies dites de débarquement sauvage des passeurs. En 2010, 123 ressortissants originaires du Kurdistan ont débarqué sur les plages de Bonifacio sans qu'une zone d'attente ne puisse être créée, car il n'a pas été possible d'identifier leur point exact d'entrée sur le territoire français. Des mesures de rétention ont été prononcées à leur encontre, mais celles-ci ont finalement été annulées. La loi du 16 juin 2011 est venue pallier cette défaillance en complétant le dispositif désormais codifié à l'article L. 341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, donc le CESEDA. Il en résulte que l'étranger peut être placé en zone d'attente lorsqu'il est manifeste qu'il appartient à un groupe d'au moins 10 étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier et en même lieu ou sur un ensemble de lieux distants de plus de 10 km. La zone d'attente s'étend dans ce cas pour une durée maximale de 26 jours, du lieu de découverte des étrangers jusqu'au point de passage frontalier le plus proche. Dans une décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a jugé qu'au regard des différentes garanties posées par la loi, la limitation dans le temps des zones d'attente temporaires, le contrôle du juge judiciaire et le périmètre strictement défini, ces dispositions n'étaient pas contraires à la Constitution car, je cite, « suffisamment précises et propres à garantir contre le risque d'arbitraire ». D'aucuns ont pu remettre en cause les recours à une zone d'attente temporaire, considérant que les migrants débarqués de l'Ocean Viking auraient dû être directement intégrés dans le dispositif national d'accueil pour demandeurs d'asile. Nous considérons au contraire que la zone d'attente temporaire est un outil essentiel, dont la pertinence a d'ailleurs été confirmée par les événements de novembre dernier. Rappelons, en effet, que la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle n'oppose aucun principe assurant aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès au territoire national. C'est donc à bon droit que notre pays place en zone d'attente l'étranger ne remplissant pas, a priori, les conditions d'entrée en France en vue de son réacheminement ou le temps que l'administration et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, examinent son éventuelle demande d'asile. La mise en place d'une zone d'attente temporaire requiert la mobilisation, dans un temps très contraint, de nombreuses entités. L'autorité préfectorale, chargée notamment de la délimitation de la zone d'attente et de l'édiction de l'arrêté de création de celle-ci et de la coordination des acteurs impliqués. D'autres agents publics, issus des douanes, de la police aux frontières, des forces de sécurité, des services de renseignement, mais aussi du secteur médico-social. Le juge administratif, compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté de la création de la zone d'attente et sur le refus d'entrée en France opposé aux étrangers demandant à rejoindre le territoire national au titre de l'asile. Le juge des libertés et de la détention, le JLD, qui intervient sur la prolongation du placement des étrangers en zone d'attente et l'ensemble de la chaîne judiciaire, avocats, greffiers et toutes les personnes qui font fonctionner le ministère de la Justice. L'OFPRA, chargé des entretiens des étrangers demandant l'asile à la frontière et de formuler un avis sur cette demande. Les associations, en particulier, mais pas uniquement, celles missionnées par les pouvoirs publics. D'autres organismes,
tels que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII par exemple, qui n'intervient pas à proprement parler dans le cadre de la zone d'attente, mais qui a été chargé, sur la zone de Gien, de définir les besoins d'hébergement en tenant compte des vulnérabilités et des compositions familiales, puis d'aider à la coordination des acheminements vers les différents lieux d'hébergement à la suite de la sortie de la zone. Cet enchevêtrement de parties prenantes qu'il convenait de coordonner et la superposition de nombreux et courts délais légaux ont constitué pour les pouvoirs publics un véritable défi d'organisation et de réactivité. Et nous parlons du 11 novembre, donc un week-end avec un jour férié. Venons-en à la présentation de la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien. Nous vous l'indiquions dans nos propos liminaires, le bateau comprenait a priori 44 mineurs non accompagnés. Ceux-ci ont été confiés au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental du Var, responsable de leur prise en charge administrative, de leur hébergement et du suivi de leur situation en lien avec le ministère de la Justice. Ils ont été hébergés au sein de l'hôtel Les Trois Mûriers, situé à Toulon. Quelques jours après leur prise en charge, 30 d'entre eux ont quitté volontairement l'hôtel. D'après les représentants du conseil départemental entendus, ceux-ci auraient quitté la France pour rejoindre l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique. Parmi les 14 restants, 11 ont fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire d'orientation vers d'autres départements, c'est-à-dire qu'ils ont été placés au sein d'un établissement spécialisé ou d'une famille d'accueil. Un a été placé dans le Var et 2 ont par la suite fait l'objet d'un refus de minorité, avant d'être pris en charge par un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. J'attire, à titre personnel, votre attention, chers collègues, sur le fait que seulement la moitié des 30 migrants présumés ayant quitté l'hébergement qui avait été mis à leur disposition avaient fait l'objet d'une évaluation de minorité. De surcroît, aucun test osseux n'a été réalisé sur les jeunes étrangers. La réalité de leur minorité demeure ainsi à ce jour encore incertaine. La présente mission d'information s'intéresse toutefois singulièrement aux autres migrants. À titre personnel, j'ai précisé. Les adultes et les mineurs accompagnés qui ont, quant à eux, été hébergés au sein du village vacances CCAS d'EDF sur la presqu'île de Gien. Ces 190 autres personnes comprenaient 179 adultes et 11 mineurs accompagnés. Parmi eux, 171 hommes et 19 femmes. S'agissant des nationalités, 52 Bangladais, 31 Syriens, 26 Pakistanais et 22 Égyptiens. Au total, 13 nationalités différentes étaient représentées. Les personnes ont été accueillies dans la base militaire de Toulon. Nous reviendrons ensuite plus longuement sur ce point. Toutes les personnes ont transité à leur débarquement par un point de regroupement de victimes et par un poste médical avancé. Elles y ont fait l'objet d'un examen médical réalisé par des professionnels du service d'aide médicale urgente, le SAMU, et des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 83. Elles ont ensuite effectué les premières formalités auprès de la police aux frontières et des douanes, avant de rejoindre par bus le village vacances CCAS d'EDF. Dès la première nuit, celle du 11 au 12 novembre, la totalité des 190 personnes ont été hébergées au sein du CCAS de la presqu'île de Gien. Tous les adultes placés dans la zone d'attente ont fait l'objet d'un entretien avec un service compétent en matière de sécurité. Ces entretiens ont permis d'identifier 3 personnes, 2 Syriens et 1 Pakistanais susceptibles de poser des problèmes de sécurité. Celles-ci ont été signalées et fichées S. Je tiens, et je le souligne, à titre personnel, à préciser que les entretiens conduits par la DGSI ont duré 1 heure et non 2 comme à l'accoutumée. Par ailleurs, et contrairement à leurs habitudes, les agents de la DGSI n'ont pas pu avoir accès avec suffisamment d'avance et de précision aux informations sur les migrants leur permettant de mener des entretiens approfondis. Et là, je parle d'identité. Ces conditions dégradées de vérification des éventuelles atteintes à la sécurité intérieure sont, selon moi, préoccupantes. Les principales étapes de sortie de la zone d'attente temporaire ont été les suivantes. Passer sur la phase 2 en fait, de l'accueil. 67 personnes ayant été admises à entrer sur le territoire au titre de l'asile par l'OFPRA ont quitté la zone d'attente entre le 14 et le 15 novembre et ont rejoint le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile.
119 personnes ont été libérées dans le cadre de procédures contentieuses entre le 15 et le 18 novembre. 110 ont vu leur maintien en zone d'attente annulé par le JLD, en première instance ou en appel, et 9 ont pu quitter la zone d'attente après l'annulation de la décision de refus d'entrée les concernant par le juge administratif. 4 personnes, 2 ressortissants maliens et 2 ressortissants bangladais, n'ont finalement pas été admises sur le territoire et ont quitté la zone d'attente entre le 22 et le 24 novembre pour être reconduites dans leur pays d'origine. 2 parmi elles avaient fait l'objet, le 23 novembre, d'une seconde audience devant le JLD qui avait validé la prolongation de leur maintien en zone d'attente. L'arrêté portant création de la zone d'attente a été abrogé par arrêté signé du préfet le 24 novembre. Au total, sur les 186 personnes admises, soit par l'administration, soit par le juge, à entrer sur le territoire français avec un visa de régularisation d'une durée de 8 jours, 132 ont effectivement enregistré une demande d'asile auprès d'un guichet unique. 54 personnes ont, en revanche, quitté leur hébergement sans demander l'asile en France. Je tiens à préciser à titre personnel que je regrette l'absence de suivi individualisé de l'ensemble des personnes débarquées de l'Océan Viking, désormais dans le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, et plus encore de celles ayant quitté leur hébergement. Je rappelle notamment que l'un des migrants souffrait de troubles psychiatriques sévères ayant justifié un traitement lourd. Je tiens donc à souligner les risques d'atteinte, là encore, à la sécurité associés à ces incertitudes. Au total, et hors dépenses de personnel, la prise en charge opérationnelle et matérielle des personnes débarquées de l'Océan Viking est placée dans la zone d'attente à représenter une dépense estimée à 123 000 €, essentiellement pour les frais de nourriture et d'hébergement, de transport et pour la mise à disposition de divers matériels et fournitures. De surcroît, selon les estimations de la préfecture du Var, environ 400 agents publics ont été mobilisés chaque jour pour assurer le bon fonctionnement administratif et logistique de la zone. Les fonctionnaires des douanes et de la police aux frontières, comptant pour les 3/4 de cet effectif, donc au total 1098 effectifs de la police aux frontières, 664 effectifs de la direction départementale de la sécurité publique et 1751 agents des compagnies républicaines de sécurité ont été mobilisés sur l'ensemble de la période, soit 3515 effectifs issus de la Direction générale de la police nationale, la DGPN, et environ 300 bénévoles d'associations agréées de sécurité civile ont également été missionnés. De rares personnes auditionnées ont considéré que certains droits des personnes migrantes avaient été bafoués. Ça a été le cas, par exemple, de l'ANAFE. Ce n'est pas notre constat à l'issue de nos travaux. Nous estimons, au contraire, qu'au regard des conditions dans lesquelles cette zone d'attente temporaire a dû être créée et gérée, le bilan en matière de respect des droits des personnes placées est globalement positif. Par arrêté préfectoral, le préfet du Var a créé, je cite, une zone d'attente temporaire sur l'emprise de la base navale de Toulon et sur celle du village vacances CCAS EDF 1654 de Hyères, s'agissant en premier lieu de la base navale de Toulon comme lieu de débarquement. Il est à noter qu'en amont du débarquement, dans l'après-midi du 10 novembre, saisi d'une demande en ce sens par le navire Ocean Viking, la France avait procédé à l'évacuation pour raison de santé de 4 personnes au large de la Corse. Seuls 230 migrants, et non 234, ont ainsi débarqué à Toulon le 11 novembre. Les 4 personnes évacuées ont été placées à leur tour dans la zone d'attente à la sortie de l'hôpital le 12 novembre. Alors que la direction centrale de la police aux frontières s'était préparée depuis plusieurs années à une arrivée massive de migrants au port de Marseille, la base navale de Toulon a finalement été choisie par les autorités publiques. À titre personnel, je tiens à rappeler que ce changement de port fut justifié, selon moi, uniquement par la pression médiatique et politique de l'extrême droite, dans un contexte de risque fort de troubles à l'ordre public, appel à la manifestation et au blocage du port de Marseille, discours d'Éric Zemmour prévu à Toulon, etc. Je pense qu'on peut refaire l'historique assez facilement. Les étrangers débarqués du navire ont ainsi transité par cette base militaire avant de rejoindre le village vacances. Ce choix a fait l'objet de vives critiques de la part, en particulier, de certaines associations entendues qui rappellent que le caractère militaire de la zone les a empêchés, tout comme la presse, d'entrer en contact avec les personnes migrantes aux premières heures de leurs arrivées sur le territoire et d'observer leurs conditions d'accueil. Nous sommes sensibles aux remarques portant sur l'insuffisante transparence qui a résulté du choix d'une base militaire. Nous considérons toutefois, au terme de nos travaux et échanges, que ce choix était pertinent pour plusieurs raisons. La disponibilité du site,
la capacité à y concentrer l'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires au premier accueil des personnes, la possibilité d'y bénéficier, en cas de besoin, du concours des moyens de la défense et la facilitation de la mise en place des meilleures conditions possibles de contrôle d'accès et de sécurisation du lieu pour répondre à d'évidentes considérations d'ordre public. Précisons également que, si le choix d'une base militaire a effectivement pu entraîner des restrictions d'accès propres à ce type d'installation, l'ensemble des personnes ont quitté la base militaire et ont été placées au village vacances du CCAS seulement 12 heures après l'accostage du navire. Nous insistons toutefois sur la nécessité que le choix d'une base militaire comme espace de zone d'attente temporaire demeure isolé et totalement exceptionnel. Et d'ailleurs, je tiens à signaler à titre personnel sur ce point que le préfet maritime de la Méditerranée a déclaré qu'il était indispensable que la base navale de Toulon, site stratégique classé Seveso, ne soit plus utilisée à l'avenir comme zone d'attente temporaire, c'est-à-dire comme lieu de transit pour des personnes dont nous ne savons rien et potentiellement porteuses de risques pour notre sécurité. Des espaces permettant l'entrée des associations et de la presse devront être à l'avenir privilégiés. De même, il est essentiel que le choix du port de débarquement soit mieux anticipé. Le port de Marseille avait en effet été initialement choisi et le changement du lieu d'accostage du navire, accompagné d'un très court préavis, a compliqué la mise en place du dispositif de prise en charge des migrants dans son ensemble. Sur ce sujet, je me montre de manière générale et à titre personnel favorable à une stricte application du droit de la mer en matière de choix du port sûr, ce qui irait induit en l'espèce que le débarquement ait lieu dans un port sûr sur les côtes africaines. S'agissant du village vacances du CCAS d'EDF de la presqu'île de Gien comme lieu d'hébergement en second lieu, la préfecture du Var a fait le choix de conclure une convention avec le village vacances du CCAS d'EDF à Hyères afin d'y héberger les migrants. À titre d'indication, ce site se situe à 40 minutes environ de voiture de la préfecture du Var, de la base navale 1-2-3 de la base navale militaire de Toulon et du tribunal judiciaire, ainsi qu'à 1h20 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce choix a induit de nombreuses difficultés administratives et judiciaires, une perte de temps pour tous les intervenants en raison de l'isolement géographique du CCAS et des délais de transport entre la base militaire et cette zone, puis entre cette zone et les tribunaux, un réseau téléphonique et un accès Internet de faible qualité sur place, nous avons pu le constater, ayant un impact négatif sur les remontées d'informations et sur les procédures, et enfin, un coût global de l'opération plus important s'agissant des effectifs et des moyens engagés. L'ensemble des difficultés logistiques a été surmonté grâce à l'engagement et à la souplesse des parties prenantes, ce qui est à souligner dans une période aussi compliquée. En raison de la disponibilité du site lié à la période non touristique, de sa capacité et de ses prestations hôtelières, je rappelle qu'il n'y avait pas de piscine sur le site, il apparaît à l'issue des travaux que le choix de ce village vacances par les services de la préfecture était techniquement pertinent. Nous aurions souhaité apprécier plus précisément sur place la nature de l'hébergement proposé, mais comme nous l'avons indiqué dès le départ, cela n'a pas été possible en raison de l'opposition de la direction du CCAS, majoritairement de la CGT. La régularité de la zone d'attente temporaire a été contrôlée par le tribunal administratif de Toulon, puis par le Conseil d'État, à l'occasion d'un référé liberté introduit par l'association ANAFE, demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 novembre par lequel le préfet du Var avait créé la zone d'attente temporaire. Le Conseil d'État a estimé, dans sa décision du 19 novembre, que le préfet du Var, en créant une zone d'attente temporaire, y compris en partie sur une base militaire, ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'accès à leurs droits des étrangers placés dans la zone d'attente temporaire a globalement été garanti. Pourtant, les difficultés auxquelles les parties prenantes ont fait face étaient nombreuses. Arrivée massive de migrants sur un territoire peu coutumier du fait, changement du lieu de débarquement avec un court préavis, forte pression médiatique et politique, de la part principalement de l'extrême droite, selon moi, choix d'un lieu d'hébergement éloigné des lieux de décision et juridictionnels. Je souligne à titre personnel également que les migrants changeaient régulièrement de bungalow sur le site de la zone d'attente temporaire, compliquant le travail des agents publics et des bénévoles eux-mêmes, et que les noms et prénoms des migrants ont généré des complexités administratives et judiciaires et d'organisation. Malgré cela, grâce à l'engagement des pouvoirs publics et des associations, tous les migrants arrivés à bord de l'Ocean Viking ont pu être accueillis et hébergés dans des conditions satisfaisantes et toutes les procédures protectrices de leurs droits ont pu être diligentées et menées à leur terme. Le CESEDA dispose que la zone d'attente inclut ou
un ou plusieurs lieux d'hébergement, assurant aux étrangers des prestations de type hôtelier. S'agissant des conditions de vie, les migrants ont bénéficié de conditions d'hébergement tout à fait adaptées. Le village vacances du CCAS d'EDF à Hyères comporte en effet 78 logements autonomes répartis dans 8 bâtiments. Chaque logement dispose de sanitaires, d'une salle d'eau et d'une cuisine que les personnes ont pu utiliser pour préparer les repas fournis toutes les 48 heures par les associations missionnées par l'État afin d'assurer le fonctionnement logistique de la zone. En complément, ces associations ont également tenu un point chaud proposant du café et des repas supplémentaires à la demande dans un espace central de la zone d'attente. Des postes téléphoniques bénéficiant d'une connexion à Internet ont été mis en place par la Croix-Rouge à la disposition de toutes les personnes placées, leur permettant de communiquer avec leurs proches. Dans un contexte politique et médiatique tendu, en particulier les premiers jours, le site a également pu être sécurisé par 4 unités de forces mobiles, appuyées par les forces locales du groupement de gendarmerie et de la direction départementale de la sécurité publique du Var. Le CESEDA confère également à l'étranger placé en zone d'attente un certain nombre de droits. Il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil, par exemple un avocat ou des représentants associatifs, ou toute personne de son choix. Il est informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile et ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'accès des étrangers placés dans la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien à ces différents droits a également été garanti. Les personnes placées ont pu s'entretenir librement avec un avocat ou avec des représentants des associations agréées pour les accompagner dans leur démarche. S'agissant de la prise en charge sanitaire des personnes placées, entre le 12 et le 13 novembre, le SAMU a reçu environ 130 migrants en consultation. Un médecin de la Croix-Rouge était également présent les 10 et 11 novembre. Une équipe d'une permanence d'accès aux soins, PASS, a été mobilisée du 14 au 16 novembre et a conduit environ 20 consultations. Le 17 novembre, 42 radios du poumon ont été réalisées au titre du dépistage de la tuberculose. Il convient de noter également que 9 interprètes étaient sur place et qu'un recours à de l'interprétariat par téléphone a été organisé pour assurer la bonne compréhension des informations transmises aux personnes sur leurs droits et sur les procédures applicables. Enfin, conformément aux dispositions du CESEDA, les parlementaires qui l'ont souhaité ont pu visiter la zone d'attente, parfois accompagnés de journalistes. Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et 5 contrôleurs du contrôleur général des lieux de privation de liberté se sont également rendus sur place et ont pu s'entretenir avec les personnes présentes. En matière de droit d'asile, plus spécifiquement, rappelons que l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen relève de la compétence d'un autre État ou si sa demande peut être considérée comme irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée. La totalité des personnalités placées dans la zone d'attente ont manifesté leur intention de demander l'asile. Dès leur accès à la zone d'attente, l'OFPRA est spécifiquement chargée de vérifier si la demande de l'étranger placé en zone d'attente à entrer en France au titre de l'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée. D'après l'OFPRA et la plupart des personnes entendues, les entretiens lui permettant d'opérer ces vérifications se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes. Dans le souci de préserver la confidentialité des échanges, des espaces consacrés aux entretiens administratifs avec les 15 officiers de protection de l'OFPRA mobilisés ont été aménagés au sein du centre. Ces espaces étaient distincts de ceux affectés aux entretiens administratifs, aux associations et aux avocats et surveillés par des gardes. L'interprétariat était assuré par téléphone, ce qui a occasionné, il faut le dire, quelques difficultés techniques qui ont toutefois rapidement été surmontées. La totalité des entretiens a pu être conduite entre le 13 et le 14 novembre et les avis ont été rendus entre le 14 et le 15 novembre. L'OFPRA a, en outre, prononcé la fin du maintien en zone d'attente de 2 étrangers en raison de leur état de santé. Le taux d'avis positif formulé par l'OFPRA dans le cadre du régime d'asile à la frontière s'élève en moyenne à 40-45%. Dans le cadre des avis portant sur les personnes placées dans la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien, ce taux s'est élevé à 35%. Au total, c'est 67 personnes qui ont été admises à entrer sur le territoire par l'OFPRA, qui a par ailleurs émis 121 avis défavorables à l'entrée sur le territoire, considérant que ces demandes étaient irrecevables ou manifestement infondées.
L'exercice des droits des étrangers au sein de la zone d'attente a ainsi été garanti, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision du 19 novembre dernier. Je cite, « L'ANAFE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que la condition tenant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'était pas remplie. » Il a ainsi observé qu'à la date de son intervention, les droits des étrangers n'avaient pas été entravés de façon grave et manifestement illégale, et que si la persistance de difficultés avait pu être signalée à l'audience, elle n'était pas d'une gravité telle qu'elle rendait nécessaire une intervention du juge des référés. Au cours de nos travaux, nous avons toutefois fait le constat de certaines insuffisances qui appellent des évolutions réglementaires et législatives. En premier lieu, cet événement était insuffisamment préparé par les pouvoirs publics. En amont de l'événement de novembre 2022, le ministère de l'Intérieur et son réseau territorial avaient conduit des travaux de planification pour se préparer à des événements de ce type. Ces travaux ont permis aux services de l'État de mettre en œuvre le débarquement et l'hébergement des migrants arrivés massivement dans des conditions satisfaisantes et respectueuses de leurs droits, comme nous venons de le démontrer. Pour autant, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés. D'une part, et nous l'avons déjà évoqué, le changement, dans un délai très court, du choix du port de débarquement et le choix d'un lieu d'hébergement isolé géographiquement des principales structures ont occasionné les défis multiples pour les parties prenantes. D'autre part, les difficultés d'accès aux interprètes ont été mises en avant par les différentes personnes que nous avons rencontrées. La liste des nationalités représentées, transmise par SOS Méditerranée en amont du débarquement, n'a pas été suffisante pour anticiper le nombre d'interprètes requis en raison de l'insuffisance des informations sur le dialecte parlé par les migrants. On a par ailleurs, peu de ces étrangers parlaient l'anglais de façon satisfaisante. Ces difficultés de compréhension linguistique ont été rapidement surmontées, mais ont constitué un défi supplémentaire lors des premiers jours de l'accueil des étrangers et ont fait perdre des minutes et des heures précieuses aux services de l'État. À la suite des événements de novembre 2022, la Direction centrale de la police aux frontières nous a indiqué avoir initié un retour d'expérience, dit RETEX, d'abord au niveau zonal, puis au niveau national, permettant de tirer les enseignements de cet événement. Nous saluons cette initiative et formulons le vœu qu'elle soit menée à son terme. Il convient en tout état de cause de poursuivre et de renforcer la réflexion afin de dresser un bilan de tous les dysfonctionnements constatés dans le cadre de cette zone d'attente temporaire. Par exemple, le fait que le plan national initial portait sur un débarquement à Marseille et non à Toulon. L'objectif doit être de mettre en place un plan prêt à l'emploi qui doit inclure notamment des éléments relatifs au choix du port et de l'emplacement de la zone d'attente pour tenir compte, dans la mesure du possible, de la capacité d'intervention des services de l'État et de l'autorité judiciaire, des enjeux de sécurité intérieure, de sécurité extérieure, d'accompagnement en termes d'association et de santé. Auquel je rajouterai, à titre personnel, des impératifs d'accès à la presse et au monde associatif. Ce bilan devrait aussi permettre de diffuser aux administrations déconcentrées, si l'événement se répétait, un guide de bonnes pratiques relatif au cadre juridique des zones d'attente temporaires, à l'ordre de descente des migrants du bateau, à l'accès aux interprètes, à l'offre alimentaire à proposer aux personnes placées, aux conditions de transmission des fichiers d'identité entre les services, etc., etc. En gros, tout l'accompagnement du premier au dernier jour. Il apparaît également opportun que ce plan d'accueil instaure des modalités de coordination renforcées entre les services de l'État et l'autorité judiciaire. En effet, le ministère de la Justice aurait souhaité une meilleure concertation locale entre le tribunal, la préfecture et le barreau dès l'accostage du bateau, afin de mettre en place une organisation adaptée au traitement de l'ensemble des requêtes aux fins de maintien en zone d'attente. Celle-ci devrait également se doubler d'une coordination entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice en temps réel pour déployer plus aisément des solutions et fiabiliser les transmissions d'informations. Le ministère de la Justice sollicite également une information des juridictions au fil de l'eau sur le traitement des demandes d'asile par l'OFPRA afin d'anticiper le volume prévisible des saisines à l'issue des délais légaux. Toutes ces demandes nous apparaissent pertinentes, utiles et à prévoir dans les prochains textes législatifs. Il nous semble en outre indispensable d'inscrire cette réflexion dans le contexte plus global de celle relative aux moyens de l'État et en particulier des services déconcentrés. Les services de la préfecture du Var nous ont en effet alertés sur l'insuffisance des moyens dans ce département, régulièrement confronté à des crises, incendies, inondations, effondrements d'immeubles, problématiques diverses résultant du tourisme, etc. On est sur un territoire qui peut multiplier sa population par 10 lors de la période estivale.
Ce travail prospectif sur les moyens humains et logistiques des services déconcentrés et sur l'attractivité de ces métiers dépasse naturellement le périmètre de nos travaux, mais il nous semble utile de nous faire le porte-voix de cette demande dans l'enceinte de notre commission des lois. Nous avons par ailleurs constaté une intervention défaillante du juge judiciaire qui tient à l'inadaptation du cadre légal face aux arrivées massives. En effet, le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 4 jours, à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé par le JLD pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours. L'article L. 342-5 du CESEDA dispose que le, je cite, « juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les 24 heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les 48 heures de celle-ci ». En raison de l'absence de zone d'attente pérenne sur le ressort de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le contentieux du maintien des étrangers en zone d'attente est un contentieux dont on ne connaît habituellement pas le tribunal judiciaire de Toulon. Le 14 novembre, ce dernier a reçu 174 saisines. À titre de comparaison, le tribunal judiciaire de Bobigny, très habitué et rodé au traitement de ces requêtes, puisqu'ayant sur son ressort la zone d'attente de l'aéroport de Roissy, reçoit en général entre 15 et 20 requêtes par jour. Rappelons que le travail judiciaire à réaliser dans le délai de 24 heures est massif. Saisi par le greffe du dossier et enrôlement de celui-ci, édition et notification de la convocation à l'audience, désignation d'un avocat et d'un interprète pour chaque dossier, entretien de l'étranger avec un avocat et rédaction par ce dernier de ses conclusions, temps d'analyse du dossier par le magistrat et tenue de l'audience. Cette liste n'est pas exhaustive. 5 magistrats du tribunal judiciaire de Toulon ont été chargés du traitement de l'ensemble des dossiers et 2 greffiers ont été délégués par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence au tribunal judiciaire de Toulon. 10 interprètes ont été requis par le tribunal. Le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi qualifié l'événement de tsunami judiciaire. Sur les 174 requêtes dont le tribunal a été saisi, 17 décisions d'autorisation de maintien en zone d'attente ont été prises et 33 désistements ont été constatés en raison de l'admission de l'étranger à l'asile, de sorte que les juges n'ont finalement pas eu à statuer. Surtout, parmi les 124 décisions ayant abouti à la levée du maintien en zone d'attente, 108 ont constaté le dépassement du délai de 24 heures dont le juge disposait pour statuer. Le tribunal judiciaire a en effet mis 36 heures, et non 24, pour traiter l'ensemble des requêtes. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a quant à elle eu à traiter de 106 dossiers et disposait de 48 heures pour statuer, est parvenue, à 3 exceptions près, à traiter la totalité des dossiers. L'application de l'article L342-5 du CESEDA dans le cadre de la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien a ainsi mis en lumière 2 difficultés. La première porte sur le délai de 24 heures, qui s'est avéré largement insuffisant dans le cadre d'une arrivée massive de migrants. La seconde difficulté porte sur l'interprétation de la mention « lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent », permettant d'allonger le délai de 24 à 48 heures. Alors que le parquet avait considéré que ce délai dérogatoire pouvait être mobilisé en raison du très grand nombre de saisines concomitantes, les juges ont, eux, estimé que cette dérogation devait s'appliquer au cas par cas et qu'elle ne pouvait résulter d'un contexte extérieur au dossier. Cette lecture a été confirmée en appel. Sans remettre en cause le fonctionnement du ministère de la Justice, nous considérons que si les juges avaient retenu le délai de 48 heures, les demandes auraient pu être traitées à temps. La qualité d'appréciation des juges aurait ainsi pu être différente. L'accueil des migrants débarqués de l'Océan Viking a démontré de façon éclatante que le délai de 24 heures laissé au JLD est trop bref lorsqu'il doit statuer sur un nombre important de requêtes simultanées ou quasi simultanées. Reprenant un consensus quasi total des personnes entendues sur ce point, nous préconisons, en cas d'arrivée massive, d'allonger le délai laissé au JLD de 24 à 48 heures. Ainsi que l'a souligné le Conseil d'État, je cite,
Le maintien en zone d'attente n'entraîne pas, à l'encontre de l'intéressé, un degré de contrainte sur sa personne comparable à celui qui résulterait de son placement dans un centre de rétention. Tant et si bien que l'atteinte portée par l'allongement du délai laissé au JLD à la liberté d'aller et de venir peut être regardée comme nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Porter ce délai à 72 heures aurait pu être utile en cas d'arrivée particulièrement massive, mais encourait le risque d'une censure constitutionnelle pour atteinte à la liberté individuelle. En outre, par principe, le JLD se prononce au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, il peut statuer dans une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire et spécialement aménagée pour lui permettre de statuer publiquement. Sur une proposition de l'autorité administrative et par décision du JLD, les audiences peuvent également se dérouler avec l'utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. En l'espèce, les audiences ont eu lieu au sein du tribunal judiciaire de Toulon et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon a en effet visité, le 11 novembre, les 2 salles situées au sein de la zone d'attente que la préfecture proposait d'utiliser comme salle d'audience. Cette solution a été estimée inexploitable compte tenu, d'après le ministère de la Justice, de l'aléa lié à l'acceptabilité du dispositif par les parties prenantes, le barreau, l'association de défense des étrangers et le défenseur des droits, d'un risque juridique d'annulation des procédures faute de conformité des salles aux caractéristiques inhérentes à une salle d'audience et de l'impossibilité de mettre en œuvre dans les délais l'organisation matérielle nécessaire. Aucune vidéo-audience n'a donc eu lieu, en première instance comme en appel. La localisation des audiences au sein du tribunal judiciaire, du tribunal administratif et de la cour d'appel n'a pas été sans poser des difficultés. La préfecture du Var a organisé des transferts sécurisés entre la zone d'attente et les juridictions. Chaque jour, ceux-ci ont mobilisé une centaine d'agents de la sécurité publique et de la police aux frontières. Elle a également posé des tracas logistiques pour les juridictions, puisqu'il convenait de mobiliser de façon adéquate les personnels judiciaires, magistrats, greffiers, agents chargés de la sécurité de la salle, etc. De trouver suffisamment de salles d'audience, de lieux d'attente pour les justiciables avec un circuit sécurisé et de mobiliser des espaces pour les entretiens avec les avocats et interprètes. Nous estimons à la lumière de ces multiples difficultés que les juges auraient pu se déplacer sur site. Le principe d'une délocalisation de l'audience juridictionnelle des étrangers se heurte traditionnellement à des vives résistances de la part des magistrats et des avocats qui dénoncent le risque d'une justice partiale rendue à proximité du lieu de privation de liberté. Pour autant, nous considérons à l'issue de nos travaux qu'il convient, pour limiter les déplacements au tribunal et les effets délétères ainsi occasionnés par les étrangers, pour les étrangers comme pour les agents publics, d'inverser le principe applicable dans le droit actuel. Il conviendrait, en effet, de prioriser la tenue de l'audience dans une salle située à proximité immédiate de la zone d'attente et spécialement aménagée avec la possibilité laissée au JLD de siéger au tribunal judiciaire et de recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Sur un autre sujet, s'agissant des rapatriements, le CESEDA prévoit que l'étranger faisant l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français peut refuser d'être rapatrié avant l'expiration du délai d'un jour franc. Cette disposition a pour conséquence le report du réacheminement et conduit au placement de l'intéressé en zone d'attente, mobilisant des agents publics et présentant un coût financier, hébergement, restauration, etc. Alors même que l'entrée lui a été refusée, que sa demande d'asile a été, le cas échéant, rejetée et qu'un moyen de transport est disponible pour procéder au réacheminement. Bien que dans le cadre spécifique de la zone d'attente temporaire de la presqu'île de Gien, la suppression de ce délai de carence n'aurait pas permis de faciliter les réacheminements, le caractère excessivement contraignant de cette disposition a été porté à notre attention. Ainsi que nous l'a rappelé le ministère de l'Intérieur, la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir prévu cette possibilité de bénéficier d'un jour franc. La suppression de ce délai permettrait de faciliter les rapatriements, mais n'empêcherait nullement une personne non admise sur le territoire d'exprimer sa volonté de demander l'asile à la frontière. Le réacheminement serait alors suspendu. Nous suggérons dès lors la suppression de cette disposition. Je vous présente également une proposition en mon nom. Je recommande en effet une refonte plus globale du droit d'asile. En l'état du droit, les demandes d'asile doivent être déposées depuis le territoire national. Cette disposition a pour
pour conséquence la venue massive d'immigrés en situation irrégulière sur notre territoire. Ces arrivées sont préjudiciables aux Français, naturellement, mais aussi aux étrangers eux-mêmes qui mettent leur vie en danger pour venir en France. In fine, y compris lorsque le statut de réfugié ne leur est pas octroyé, ces étrangers restent sur le territoire. Il convient de mettre un terme au dévoiement du droit d'asile en supprimant le droit absolu de toute personne à accéder à notre pays pour y demander l'asile. Pour ce faire, je suggère de créer une obligation de déposer des demandes d'asile dans les services de nos ambassades et consulats hors du territoire national. À titre personnel, je m'oppose à la proposition de ma co-rapporteure, dans le sens où celle-ci n'est pas applicable en cas de refus de cette demande d'asile à l'étranger, qui est juge pour prendre la décision de l'accord ou le non-accord de cette décision. Et ce n'est pas possible en termes extraterritorial, donc ce n'est pas applicable en l'état. Par contre, le travail est à faire sur ce qu'on peut appeler un visa asile, afin de mieux accompagner les demandeurs d'asile sur notre territoire et éviter justement qu'au péril de leur vie, ils aient besoin de traverser la Méditerranée. Pour revenir sur le rapport, enfin, 2 recommandations portées à notre attention ne nous semblent, d'un commun accord, pas souhaitables à l'issue de nos travaux. Premièrement, plusieurs associations nous ont fait part de leur souhait que la disposition réglementaire du CESEDA prévoyant que les représentants de plusieurs associations habilitées ne peuvent pas accéder le même jour à la même zone d'attente soit supprimée. Nous n'y sommes pas favorables, car il nous semble que cette évolution, qui permettrait un accès simultané de plusieurs associations en zone d'attente, serait susceptible d'entraver le fonctionnement de ces dernières et des activités qui exercent les services de l'État. Deuxièmement, certaines personnes entendues ont souligné leur souhait qu'il soit délivré à certains migrants, dès le moment de leur débarquement, des visas de régularisation dès lors qu'ils seraient établis, qu'ils ne pourraient être éloignés ou que leur demande d'asile serait acceptée en raison de leur pays d'origine. Conformément aux observations du ministère de l'Intérieur, il ne nous semble pas pertinent de délivrer de tels visas sur la seule base du pays d'origine, car l'octroi de la protection internationale résulte nécessairement d'un examen individuel de la situation et l'impossibilité d'éloigner un individu ne serait-ce en déduire la seule nationalité. En l'état, nous refusons ces 2 propositions et nous en faisons d'autres dans ce rapport. Et nous vous remercions pour votre attention, car nous avons terminé notre présentation. Merci à tous les 2 pour cette présentation. J'ai une demande de prise de parole de Madame Diaz pour 2 minutes. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Le Chanteux. Je voudrais revenir sur l'accueil et le placement en zone d'attente des migrants dont vous avez parlé. Vous avez évoqué notamment l'identification de 3 personnes. Vous avez indiqué donc qu'il s'agissait de 2 Syriens et d'un Pakistanais qui seraient, si j'ai bien compris, fichés S. Donc, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous avez dit? Est-ce que vous pourriez nous dire si les services de l'État savent où sont passés ces 3 fichiers S? Merci. Monsieur Bernalicis, vous avez demandé aussi la parole. Ensuite, Monsieur Beaubry. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cette présentation, donc difficile de réagir à tout, évidemment, surtout qu'il y a 2 angles de vue assez différents. Peut-être qu'on pourra se prononcer davantage et plus précisément quand on aura le document entre les mains. Ce sera plus simple. Mais clairement, quand j'entends des choses, par exemple, en disant, bon, qui vont converger en disant il y a eu un problème à Toulon, on voit bien que les délais qui sont actuellement dans la loi étaient intenables parce qu'il y avait trop de monde et les services de l'État pas assez dimensionnés ou les services de la justice pas assez dimensionnés. La conclusion que vous avez, alors, pas sur le même niveau, mais c'est de dire du coup il faut changer la loi pour changer ces délais. Or, en réalité, s'il y a des délais stricts dans lesquels sont insérées ces procédures, c'est parce que dans notre droit et dans notre conception, dans notre bloc de constitutionnalité, le principe, c'est la liberté. Et l'exception, c'est la restriction de liberté. La retenue ou l'enfermement à titre administratif ou judiciaire. Mais peu importe. Mais c'est le principe. Et donc dire, bah oui, mais écoutez, on a un problème, c'est que cette exception de retenir les gens, il faudrait que ça devienne un principe pour gérer les flux. Il y a là une inversion de nos grands concepts qu'on défend, nos grands principes fondamentaux, qui est extrêmement problématique, pente sur laquelle nous étions déjà emmenés
lors de la précédente loi Asile-Immigration, qui nous avait indiqué qu'il fallait retenir les gens 90 jours, comme ça il y aurait plus de reconduite à la frontière, il y a juste plus de gens qui restent 90 jours en centre de rétention. Voilà. Et après, on en vient à l'argument suivant, il faut donc construire plus de centres de rétention, il faut envoyer la fuite en avant, sans jamais régler le problème, qui n'en est pas un de mon point de vue, mais que vous posez sur un échiquier politique extrêmement large, que représenterait l'arrivée de personnes exilées. Donc voilà, je suis intrigué quand même par ce rapport et j'attendrai de voir en détail l'ensemble des propositions pour nous prononcer. Alors on sera favorable à le publier parce que ça va être intéressant de voir comment chacun se positionne. Même si j'ai compris qu'il y aurait des petits bouts découpés dans des textes différents, qu'on aurait Merci pu de conclure, Monsieur l'immigration. Bernalicis. Enfin bref, bon, j'attends de voir. Merci beaucoup, Monsieur Bobry. Ensuite, Madame Untermeyer. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresserait à Monsieur le rapporteur. Je souhaiterais avoir votre point de vue sur les mesures que vous proposez pour le traitement de la situation des 3 migrants qui ont été fichés S. Peut-on reconnaître qu'il s'agit là d'une potentielle menace pour l'ordre public, le fait finalement de recevoir ces personnes-là et qu'elles puissent ensuite être dispersées dans la nature sans savoir où elles sont? Alors, quelles sont vos préconisations concernant ce genre de situation? Merci. Madame Untermeyer, pour conclure cette salle de questions. Très rapidement, merci Madame la Présidente, merci au rapporteur de nous avoir donné ces éléments d'explication. Moi, je regrette déjà une chose, c'est qu'on n'ait jamais eu un mot pour rappeler quand même qu'on parlait d'humains, d'enfants. Et on n'a parlé que de complexité, de blocage, d'obstacles. Et alors que, me semble-t-il, nous devons avoir une forme d'empathie pour les personnes qui arrivent en France dans ce drame qui était bien connu et très publicité. Voilà. Moi, ça n'empêche pas qu'on puisse ensuite faire des propositions. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. On parle de 177 personnes qui sont sur un bateau qui fuit un pays et qui arrivent sur notre territoire. Et je pense que la France est en capacité quand même d'accueillir 177 personnes sans que ça représente vraiment à la fois un exploit, une inquiétude. Vous me permettez de parler ? S'il vous plaît, seule Madame Untermeyer a la parole. Monsieur Bobry, quand vous voudrez prendre la parole... Excusez-moi, Monsieur Bobry. Monsieur Bobry, je vous prie. Non, mais on donne les leçons qu'on veut quand on a la parole. Madame Untermeyer a la liberté de sa parole, comme vous avez eu la vôtre. Madame Untermeyer, vous avez la parole et je vous redonne 2 minutes. Quand est-ce que je vous ai interrompu ? Monsieur Bobry, s'il vous plaît, on ne va pas profiter de l'absence du président Sacha pour avoir du laxisme dans notre commission. Et c'est Madame Untermeyer qui parle. Je vous en prie. Et c'est pas parce que ce sont des femmes, n'est-ce pas, qui président ou qui parlent, qu'elles doivent être... voilà. Mais bien sûr, évidemment, on fait comme vous, on a compris. Donc je voulais dire simplement qu'on parle quand même de 177 personnes. Qu'est-ce que c'est pour la France que d'accueillir 177 personnes? Et je remercie d'ailleurs les services administratifs, les services judiciaires d'avoir fait ce travail comme ils l'ont fait. Je crois que c'était important qu'ils le fassent. Je rejoins ce que disait Hugo Bernalicis, c'est qu'on ne peut pas tirer, me semble-t-il, de cette zone d'attente des conclusions pour modifier le CESEDA. Je crois que c'est un peu prématuré. Il faut croiser cela avec d'autres expériences, d'autant plus que ça s'est passé dans un département où la pression politique était effectivement très forte. Et cela, me semble-t-il, doit relativiser les choses. Ceci dit, ce que vous avez dit sur le JLD, sur l'incapacité pour le JLD en 24 heures d'examiner la situation de 160 personnes, on peut l'imaginer tout à fait, c'est clair. Mais au-delà du bon sens, il me semble qu'il faut la prudence. Et la prudence nous impose, bien sûr, de faire attention quand on change le dispositif législatif. Moi, j'ai une question. C'est sur les enfants, parce que vous avez parlé de 44 mineurs, donc de 44 enfants qui ont été recueillis par l'ASE. Et je voulais savoir pour quelles raisons le département, quelles raisons ont été données du départ de 30 d'entre eux. Est-ce que vous avez eu des informations du département? Je pose cette question au rapporteur. Merci Madame Untermeyer. Monsieur Léaumont vient de... Il m'a pas demandé la parole, donc je vous laisse conclure cette salle de questions, Monsieur Léaumont. Je réagis simplement aux propos de Monsieur Bobry qui ont été dits hors micro, qui nous disait 177 personnes, la France peut peut-être les accueillir, mais 177 plus 177 plus 177, ça commence à faire beaucoup. C'était vous, collègue.
Et on est à 177 personnes sur 0,0002% de la population française. Et si on voulait... Madame arriver à Rouleau, s'il vous plaît. C'est incroyable que... Excusez-moi, monsieur Léaumont. C'est incroyable. On est dans un calme absolu, donc pour une fois, tout s'entend et ça perturbe largement l'écoute que nous avons des orateurs. Merci donc d'écouter monsieur Léaumont dans le silence. Je disais donc que pour qu'on en arrive à 0,2% par exemple de la population française, il fallait 1 millier de bateaux et que, ma foi, ils n'arrivent pas tous les jours. Néanmoins, je veux dire quelque chose à nos collègues du Rassemblement national. Notre nation s'est construite comme nation avec la Révolution française, dont l'aboutissement a été la constitution de la Première République du 24 juin 1793. Cette constitution, à son article 4, décrivait pour la première fois ce qu'est la nationalité par le biais de la citoyenneté, et à l'époque, la nationalité et la citoyenneté étaient liées. Cet article 4 disait la chose suivante. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, virgule. Tout étranger âgé de 21 ans accompli qui, domicilié en France depuis 1 année, y vit de son travail ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard. Tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. La nationalité française s'est construite non sur une couleur de peau, non sur une origine, mais sur une adhésion à un contrat républicain. Et je pense que la France se grandirait à revenir à cette logique-là, à revenir à l'idée suivant laquelle un étranger peut devenir un Français dès lors qu'il adhère au contrat républicain, mais encore faut-il que la France lui permette de pouvoir adhérer à ce contrat républicain et donc d'être accueilli dans des conditions qui sont dignes. Voilà ce qu'est la France de la Marseillaise, du drapeau tricolore et de la devise liberté, égalité, fraternité, et je crois qu'il serait juste d'y revenir. Madame Rouleau, une dernière question pour nos Alors, c'est pas une rapporteurs. question, c'est une remarque, j'ai le droit ou pas? Je vous en prie. Alors, Madame Le Chanteux a justement parlé d'humanité parce qu'elle a dit tout à l'heure que si on faisait les demandes d'asile dans des ambassades, pas dans le pays, dans des ambassades, justement, ce serait aussi protecteur pour la personne qui fait sa demande d'asile, parce que les morts en mer, ben vous savez, ça nous émeut, nous, au Rassemblement national, autant que vous. Et moi, en tant qu'avocate, j'ai vu beaucoup d'enfants qui faisaient l'objet de trafic, qui faisaient l'objet de départs forcés voulus par la famille, parce qu'une fois en France, ils ramènent de l'argent. J'ai même eu un client, je peux le dire, puisque je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas où c'est, qui a été forcé à coups de crosse et il m'a montré ses blessures. L'humanisme n'est pas forcément là où on croit. Monsieur Léaumont, voilà. Bien. Madame et monsieur le rapporteur, monsieur Léaumont. Qui entame? Monsieur le rapporteur. Si je peux me permettre juste une remarque, les questions ont été posées ou à madame la rapporteure ou à moi-même. Je pense que logiquement, on est deux co-rapporteurs, les questions vont pour les deux et pas simplement pour l'un ou pour l'autre. Parce que la question, vous l'avez tournée à votre façon sur la DGSI. J'ai plutôt une vision politique que vous recherchez chez moi, et par rapport à celle de madame Le Chanteux, c'est pas notre objectif. Nous ne sommes pas là pour représenter nos partis respectifs. Nous sommes là pour faire un compte-rendu au nom de la commission des lois. Et ça, c'est important à rappeler. Je rejoins les propos de monsieur le rapporteur concernant les fichiers S. Alors d'abord, il me paraît très important de souligner que les agents de la DGSI ont fait un travail remarquable. Nous sommes d'accord sur le sujet pour nous protéger. Ils nous ont témoigné ne pas avoir eu accès à des informations détaillées sur chaque individu. On l'a expliqué dans le rapport. Il y avait un manque d'informations, voire une substitution d'informations de la part de SOS Méditerranée à l'arrivée des migrants, ce qui a compliqué l'organisation. Ils ont déploré le fait de ne pas avoir pu analyser du coup en détail leur situation particulière. En ce qui concerne précisément la situation des 2 Syriens et du Pakistanais qui ont été fichés S, les services de sécurité intérieure nous ont répondu que les polices européennes communiquaient entre elles et qu'il y a une base de données du nom d'Eurodac dans laquelle sont recensées les demandes d'asile formulées dans les pays de l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas eu de réponse précise. On ne sait pas où ils sont et on a perdu leurs traces. On n'a jamais pu me répondre précisément, très exactement, où se trouvaient ces personnes. Madame Untermeyer
Madame Rouleau, elle est partie. C'est dommage, mais je vais quand même répondre à cela. Évidemment, nous sommes là, on vient de le dire, ni pour faire de la politique, mais bien pour faire et présenter un rapport qui est plus technique que politique. Néanmoins, c'est pour ça que dans le rapport, il n'est pas parlé précisément ni des enfants, ni de l'empathie que nous avons pu avoir, mais je peux vous assurer que tous les services qui ont été mobilisés, les milliers de personnes mobilisées, les associations sur place ont largement fait preuve d'empathie. Et à titre personnel, si avec un peu d'intérêt vous regardez mes réseaux, j'ai largement parlé de la traite des êtres humains, notamment en Libye. C'est vérifiable, donc oui, nous avons de l'empathie, nous pensons à ces enfants et à leur situation. Mais ici, encore une fois, il n'est pas question de ce sujet, mais bien d'un dossier et d'un compte-rendu particulièrement technique. Monsieur Léaumont, vous avez raison sur la plupart de vos propos, je vous rejoins totalement. Mais vous oubliez la situation préoccupante à ce jour des Français dans tous les domaines, qu'ils vivent en dessous du seuil de pauvreté, lorsqu'ils ont un toit sur la tête. Pour la plupart, ils sont encore dans la rue. Je pense à tous ces Français qui n'ont pas la possibilité d'accéder et de voir un médecin, d'être soignés. Je pense à la difficulté de tous ces gens qui sont aujourd'hui dans la rue, qui sont en difficulté, que nous devons pour ma part, aider. Et surtout, justement, parce qu'on parlait d'humanité, on devrait éviter de faire en sorte que des personnes risquent leur vie et perdent la vie, malheureusement, ainsi que des enfants en mer Méditerranée et bien ailleurs. Je pense avoir répondu à la plupart des questions et je laisse la parole à monsieur le rapporteur. Merci, chers collègues. Sur la DGSI, à titre personnel, j'ai entièrement confiance dans les services de la sécurité intérieure. Et si je me dis qu'ils sont fichés S et qu'on m'explique qu'ils sont suivis, accompagnés, et même certains avaient été demandés à être rencontrés par les gendarmeries et les polices au niveau local où ils étaient situés, je pense qu'on peut leur faire confiance. L'avantage, c'est qu'en complément, on parlait d'Eurodac tout à l'heure, ils ont été enregistrés avec leurs empreintes. Donc s'ils sortent du pays, ils seront à nouveau enregistrés sur Eurodac, et s'il y a un risque potentiel, il y a ce qu'on appelle un HIT qui va s'allumer pour informer le pays dans lequel ils sont d'un risque potentiel. Aujourd'hui, la DGSI ne nous a pas confirmé que ces personnes étaient dangereuses. Ils ont eu des doutes et des suspicions. Un doute ne fait pas de quelqu'un, ne rend pas la personne automatiquement dangereuse. Doute parce que pakistanaise d'un côté et que le récit était un peu particulier, et doute sur la famille syrienne parce que le récit, ils n'ont pas tout raconté, et que parfois, il arrive que des personnes ne racontent pas tout, parce que ce qu'elles ont vécu est assez compliqué. C'est intéressant à prendre en considération, c'est-à-dire le côté humain. Aujourd'hui, la DGSI, en l'état, ne nous annonce pas de danger potentiel pour l'État français. Je rappelle qu'il n'y a pas eu de volonté de la part des SOS Méditerranée de retenir des noms, mais quand on n'a pas de documents papier, il est compliqué de justifier formellement sa nationalité, son origine, son nom et son prénom. Donc, elle a remonté les informations qu'elle possédait, avec des noms qui parfois se croisaient, avec des erreurs d'interprétation et des compréhensions de certains noms. On peut parler de Mohamed, Mohamed. Il y a des applications et des écritures qui sont complètement différentes. Et on a eu le cas, et ça a été remonté à plusieurs reprises. Donc, il y a eu cette petite difficulté. Et les personnes qui étaient potentiellement susceptibles d'émettre un doute pour la DGSI ont été entendues plus longtemps que les autres pour garantir qu'il n'y ait pas de risque de sécurité intérieure. Donc moi, j'ai confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Et en l'état, je pense qu'ils ont fait leur travail. On doit les féliciter. Et le travail qui a été mené pour l'accueil de ces personnes lors du week-end du 11 novembre 2022 a été exceptionnel à tous les égards, pour le milieu associatif, pour les agents de la fonction publique, pour le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et le département du Var qui a accompagné ces mineurs non accompagnés qui avaient besoin d'avoir un hôtel rapide et une solution de prise en charge sociale, humaine, qu'ils ont su apporter dans un temps très court en termes d'heures et de jours. Concernant le fait qu'on ait une trentaine de MNA qui ont disparu sans savoir pourquoi, la loi n'oblige pas la rétention des MNA. On ne peut pas retenir un mineur contre son gré. On doit l'héberger le temps que la procédure est en cours, le temps qu'il est identifié en fait en tant que mineur non accompagné, et il a le droit de pouvoir partir. Entre-temps, on ne leur demande pas toujours. D'après les informations que nous avons eues des associations présentes sur site, certains échangeaient avec des personnes en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, et donc ils ont sûrement rejoint leur famille dans ces pays-là. Et
être pris en charge peut-être par d'autres pays, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de suivi, j'allais dire, des flux migratoires entre pays européens. Donc, il est assez compliqué de savoir si les personnes ont été recueillies dans un autre pays, sachant qu'on ne prend pas les empreintes des mineurs quand ils arrivent, surtout pour les MNA. Sur le dernier point, concernant la modification du CESEDA, je comprends l'interpellation de notre collègue Cécile Untermeyer. Je rappelle juste qu'en l'état, la seule chose que nous demandons, c'est des délais complémentaires pour des périodes exceptionnelles. La France n'a pas vocation à accueillir 15 000 bateaux de type Ocean Viking. On fait réponse à un défaut de l'Italie qui a refusé d'accueillir ce bateau. Je rappelle que SOS Méditerranée, il y a encore 2 jours, a subi des tirs par les gardes-côtes libyens en mer Méditerranée, qu'on a encore eu des décès en mer Méditerranée sur les derniers week-ends, et que le travail qui est effectué par les associations humanitaires est primordial pour l'humanité, mais aussi on demande à ce que les règles maritimes et les règles européennes soient respectées. Ce n'est pas toujours le cas. La France a répondu à la défaillance de l'Italie dans un délai très court. Nous rendons compte du travail qui a été fait, nous félicitons l'ensemble des intervenants et nous demandons juste une chose, c'est que le cadre légal puisse être adapté pour que les lois soient respectées et pour que les droits ne soient jamais bafoués pour les nouveaux arrivants sur le territoire national. Et en rallongeant le délai de 24 heures, on garantit le respect justement des droits et des migrants et de la loi et le CESEDA. Donc il n'y a pas de risque particulier, on ne demande pas de rétention. Et il faut faire la différence entre une zone d'attente et la rétention, c'est quand même 2 sujets complètement différents. Même s'il y a une limitation de la liberté, la rétention et la zone d'attente, on est sur 2 sujets différents et on l'a rappelé avec le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, dans notre rapport, n'hésitez pas, chers collègues Bernalicis, à le lire et en échanger dans la foulée. On sera à votre disposition. Sur tout le reste, je pense qu'on peut dire que l'État français n'a pas failli, c'est ma conclusion, que l'État a apporté toutes les réponses qu'elle devait apporter, que nous en sortons grandis et que le peu de dysfonctionnements qui ont eu lieu sont liés majoritairement à un cadre législatif trop restreint que l'on doit retravailler. Voilà ma position personnelle. Merci à tous les deux pour cette présentation du rapport et les réponses aux questions aux collègues. Comme il